Ces côtes baignées d'eau cristalline attirent chaque année des millions de visiteurs. Bienvenue en Croatie, le pays aux 1185 îles. De ces villages fortifiés s'avançant sur l'Adriatique aux merveilles dissimulées à l'intérieur de ses terres, la Croatie entretient son patrimoine et ses traditions. Dotée de richesses naturelles exceptionnelles, elle perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération, un héritage qu'elle continue de préserver aujourd'hui tout en se tournant résolument vers l'avenir. La Croatie occupe avec la Slovénie l'ancienne partie occidentale de l'ex-Yougoslavie. C'est un pays tout en longueur que nous allons parcourir du sud vers le nord. Considérée comme la perle de l'Adriatique, les façades blanchies à la chaux de Dubrovnik étincellent au soleil. Il semble difficile de se lasser de ces ruelles pavées de marbre, de ces édifices baroques et de la lumière qui inonde toute la ville. Édifiés dès le XIIIe siècle, les remparts qui la protègent s'étirent encore aujourd'hui sur près de 2 km. L'histoire de Dubrovnik débute au 7e siècle après la destruction par les Slaves de la cité romaine d'Épidore. C'est sur cet îlot rocheux portant le nom de Raguse que les habitants trouvent refuge. Mais le site, séparé du continent par un chenal, est menacé d'invasion. C'est pourquoi ils construisent rapidement des remparts. Occupée par les Arabes, les Normands ou encore les Vénitiens, Raguse se proclame république indépendante au XIVe siècle. Très vite, elle devient une puissance commerciale respectée, disposant de sa propre flotte maritime. Après des siècles de prospérité et d'épanouissement culturel, un tremblement de terre en 1667 laisse la cité en ruine. Malgré la guerre qui ne l'a pas épargnée au tournant des années 1990, Dubrovnik a pansé ses plaies pour devenir une destination touristique de premier ordre. La Plaça, également appelée Stradun, est l'artère principale de la ville. Elle a été construite sur les ruines d'une ancienne route centrale après le séisme de 1667. Le palais du recteur, situé en face de la cathédrale de la cité, remonte au XIVe siècle. Il a été le témoin de nombreux épisodes de l'histoire de la ville. Son architecture, qui combine plusieurs styles artistiques, rappelle les palais gothiques de Venise. Aujourd'hui, il abrite un musée d'histoire. Les habitants aiment à se réunir sur la place du marché de Gundulik, qui regorge de produits frais. Non loin de là, des escaliers grimpant vers la ville haute permettent de gagner les hauteurs de la ville, à l'écart de la foule. Dubrovnik est parfois victime de son succès, mais même en pleine saison estivale, la ville invite à sortir des sentiers battus. Dubrovnik doit aussi sa notoriété à 2 superproductions hollywoodiennes, Star Wars 8 et Game of Thrones, qui ont choisi comme décor les vieilles pierres et les remparts de la ville classée. De nombreuses scènes se déroulent notamment dans le fort Saint-Laurent, perché sur son rocher, qui avait comme fonction initiale de défendre le côté ouest de la ville. Le pont de Pelgezac, qui enjambe la baie de Maliston, permet depuis l'été 2022 de rejoindre les régions du sud sans avoir à traverser la Bosnie-Herzégovine. Il assure ainsi une continuité territoriale. La muraille de Stone est la plus longue d'Europe. Son système de défense daté du XIVe siècle est impressionnant. 7 km de remparts, 40 tours et 5 forts. Toutes ces défenses avaient pour principale fonction de protéger les salines des appétits de l'Empire ottoman.
En ce qui concerne la production, nous avons 53 bassins divisés en 5 groupes, plus un sixième pour la cristallisation. Le process complet dure entre 45 et 50 jours et nous produisons approximativement 2000 tonnes par an. Mais la production varie en fonction de la météo. Par exemple, en 2014, nous n'avons pas eu un seul gramme, car il y avait beaucoup trop de pluie. En général, par saison, nous avons 2000, 3000, voire 4000 tonnes. Donc il y a de grosses variations, mais en moyenne, c'est 2000 tonnes par an. La récolte se déroule chaque été entre le mois de juillet et de septembre. Il faut débuter tôt à l'aube, avant que les fortes chaleurs et le vent rendent la tâche épuisante. Une fois commencée, la récolte d'un bassin doit se faire intégralement jusqu'à ce qu'il soit vide. C'est un travail de saisonnier qui attire des hommes au-delà de la péninsule, malgré l'effort physique que cela exige. Pelles, racloirs, wagonnets sur des rails amovibles, tout se fait à l'ancienne. Et on n'a pas jusqu'à présent trouvé plus efficace. Le sel a commencé à s'égoutter dans les wagonnets. Il va rejoindre le hangar de séchage et de conservation. Le sel va être réparti en fines couches sur le sol des hangars et mis à sécher naturellement à l'air libre. Pendant cette période de séchage qui peut durer jusqu'à 3 semaines en fonction des conditions climatiques, les producteurs surveillent régulièrement le sel pour s'assurer qu'il évolue de manière uniforme et éviter toute contamination. Il sera alors emballé puis expédié. La baie de Malistorn possède d'autres richesses. Grâce à une circulation d'eau particulièrement optimale, on y élève des huîtres de grande qualité. On dit que c'est à la Saint-Joseph, autour du 19 mars, que ces huîtres bien charnues sont les meilleures. Var est l'île de tous les superlatifs. C'est à la fois le lieu le plus lumineux du pays avec environ 2800 heures d'ensoleillement par an et la destination touristique la plus renommée. Et sans doute la plus huppée. La ville de Var a réussi malgré tout à conserver le charme de sa longue histoire. Habitée déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, la petite cité a conservé ses remparts datés du XIIIe siècle. Le point d'attraction est désormais situé autour du port où les yachts occupent une place prépondérante. Dominant la ville, une forteresse bâtie par les Vénitiens rappelle que chaque île de ce pays était activement défendue. Cernée de 4 tours massives qui contenaient de la poudre à canon, la citadelle a résisté au siège des Ottomans en 1571. Les ruelles du centre-ville, entièrement piétonniers, abritent de très vieilles bâtisses.
remontant à la période médiévale. Mais ici, tous les chemins mènent à la mer. Bien que tourné vers le tourisme, le port de Var a été relativement préservé et le principal terminal de ferry se situe à 20 km de la ville. Chaque parcelle du littoral est aménagée de telle sorte que l'on puisse à la fois profiter du soleil et accéder à la baignade. À proximité, un magnifique chapelet d'îles boisées s'étend vers le large. Eau cristalline, plages secrètes et lagons silencieux, le contraste est saisissant avec le tumulte de Var. L'endroit est pourtant accessible en quelques minutes seulement par des navettes maritimes. L'archipel se compose d'une vingtaine d'îles. Certaines sont inhabitées, tandis que d'autres possèdent des restaurants, des plages et proposent des activités touristiques. Sur Var, l'activité du port bat son plein durant l'été. Elle exige une organisation sans faille pour gérer la multitude de navettes maritimes qui desservent les différentes îles. Au coucher du soleil, ce sont les DJ qui vont peu à peu prendre possession des lieux. Surnommé l'Ibiza croate, Var est réputé comme un haut lieu de la fête se déroulant dans un cadre magique. Var réserve d'autres surprises. Sur la côte nord de l'île, Stari Grad est la plus ancienne ville de Croatie. Elle a été fondée par les Grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les vestiges témoignent des pratiques agricoles ingénieuses mises au point pendant l'Antiquité. La collecte des eaux de pluie, à l'aide de caniveaux et de réservoirs, est notamment exemplaire. D'autres sites archéologiques plus récents parsèment le paysage, entouré de vignes, d'oliviers et de champs de lavande. Le centre de Stari Grad s'est développé autour de lieux de vie encore plus anciens. Nous nous trouvons ici sur le plus ancien site archéologique de la côte croate. Ce site date de plus de 2400 ans. Sur ce petit périmètre, on trouve les traces d'une vie préhistorique qui a précédé l'arrivée des Grecs puis des Romains. La chapelle Saint-Jean, qui date du VIe siècle, a été remarquablement restaurée pour mettre notamment en valeur de belles mosaïques figuratives. L'UNESCO a reconnu l'intérêt que représente la ville et la plaine de Stari Grad. Plus particulièrement, le découpage parcellaire réalisé par les Grecs, qui est resté très bien préservé à ce jour. Le centre piétonnier de Stari Grad abrite des ruelles plaisantes et des demeures historiques. On y découvre la maison de Petar Hektorović, le père de la littérature croate. Ce château fortifié daté du XVIe siècle était la résidence d'été du poète. En s'éloignant de la côte, le paysage se fait plus aride, parsemé de rocailles et de pierres sèches. Pendant des siècles, les habitants de Velograbljj ont cultivé des olives et des raisins dans les collines environnantes, ainsi que des herbes et des légumes dans les jardins de leurs maisons en pierre. Aujourd'hui, deux cultures dominent le paysage, la lavande et la vigne. Carolina cultive un cépage assez rare. Nous sommes sur la côte sud de l'île de Var. Ici, c'est du Plavak Mali, un cépage que nous cultivons sans produits chimiques. Nos coteaux, bien que très inclinés, ont une très bonne exposition. Et pour ne rien gâcher aussi, une très belle vue, comme vous pouvez le voir. L'île possède aussi des lieux plus confidentiels accessibles aux audacieux. Pour les atteindre,
il faut s'aventurer sur les chemins, ou plus simplement par la mer. La crique de Dubovica, avec sa plage baignée d'eau turquoise, justifie tous les superlatifs utilisés pour décrire l'île de Hvar. Nous poursuivons notre parcours vers le nord, toujours le long des côtes de la Dalmatie, pour atteindre la capitale de cette région et la deuxième ville du pays, Split. La ville jouit d'une situation géographique assez privilégiée et a donc été dès ses débuts un lieu de convoitise. Romains, Slaves, Byzantins, Vénitiens, ils ont été nombreux à vouloir conquérir ses faveurs. Moins fréquentée par les touristes que ses voisines du sud, la vie locale n'en est pas moins animée. Ville étudiante et portuaire, sans oublier malgré tout le tourisme. Split possède une activité économique soutenue. Le palais de l'empereur romain Dioclétien constitue le principal point d'attraction de la cité. Construit vers 295, il y a vécu de son abdication en 305 jusqu'à sa mort. Après lui, ce grandiose palais de pierre servit de nombreuses fois de retraite à ses successeurs à la tête de l'Empire romain. Construit au bord de la mer, le palais était menacé d'inondations en cas de tempête. Pour y échapper, un immense sous-sol constitué de couloirs, de salles voûtées et de coupoles surélevait les appartements impériaux. Magnifiquement préservés, ces caves sont l'un des trésors du palais et ont grandement contribué à son inscription au patrimoine de l'UNESCO en 1979. La parade romaine est un événement qui a lieu chaque année depuis 2005. Des comédiens costumés défilent dans les rues en incarnant des soldats, des gladiateurs, des danseurs ou des musiciens. Ils recréent ainsi la vie quotidienne de Split à l'époque de Dioclétien. Souvent situés dans des bâtiments historiques, les konobas sont des sortes de brasseries à l'atmosphère chaleureuse où l'on sert des plats à base de poissons accompagnés de bière ou de vin des environs. L'été, ils ne désemplissent pas. En quittant les fortifications par la porte d'or, il convient d'aller saluer l'imposante statue de l'évêque Grégoire de Nîmes, qui au Xe siècle lutta pour imposer le vieux croate comme langue liturgique à la place du latin. Le bateau reste le moyen de transport le plus pratique pour circuler d'une île à l'autre. Nous embarquons donc à présent pour Brac. Il s'agit de la plus grande île de la Dalmatie, au paysage de falaises et de pinèdes baignée d'une mer au bleu sombre. Bol est l'une des principales bourgades de l'île. Elle a connu une histoire similaire au reste de la Dalmatie avec des invasions successives et figure aujourd'hui parmi les principales destinations touristiques du pays. L'île est aussi une terre de spiritualité. Plusieurs ermitages et monastères s'y sont installés, comme le monastère dominicain, construit au XVe siècle. Édifié dans un cadre somptueux, il englobe la plus ancienne église de l'île, remontant au IXe siècle. Un peu plus loin, la plage de Zlatni Rat, qui signifie la corne d'or, est sans doute le lieu le plus photogénique du pays. Constitué de galets blancs et lisses, le vent et les vagues en redessinent constamment la pointe.
De l'autre côté de l'île, lové au fond d'une crique, se trouve le village de Pučišća. Sur les quais, on remarque de nombreuses sculptures et du mobilier urbain taillé dans de la pierre blanche. Cette pierre blanche a fait la renommée de l'île. On la retrouve aussi bien dans le palais de Dioclétien à Split que dans la Maison Blanche à Washington. C'est ici que fut fondé en 1909 l'Institut de tailleurs de pierre. Daslav Petrović perpétue une tradition séculaire de l'île. L'école de tailleurs de pierre est située sur l'île de Brač, réputée pour ses carrières qui sont facilement accessibles. Il était donc logique que l'école ait été fondée ici il y a plus de 100 ans. Les 3 choses importantes pour être un bon tailleur de pierre sont l'amour, le talent et le travail. Lorsqu'une personne arrive à réunir ces qualités, alors le succès est garanti. L'école est considérée comme l'une des meilleures au monde pour apprendre le métier. Elle accueille 2 classes de 25 élèves qui peuvent choisir soit un cycle de 3 ans pour les artisans tailleurs, soit un cursus de 4 ans pour devenir technicien tailleur de pierre. Carlo Hukić est élève en 2e année. C'est relaxant de travailler la pierre. On ne fait qu'un avec elle. On oublie le temps qui passe jusqu'à ce que la sculpture soit terminée. Ce n'est pas un hasard si l'école est installée à Pučišća. À l'entrée de la baie se trouve l'une des plus anciennes carrières de Croatie. La pierre de Brač est connue pour sa couleur blanche distinctive et sa dureté, ce qui la rend idéale pour la construction de bâtiments et de monuments. La qualité exceptionnelle de sa pierre a forgé sa renommée mondiale. L'école collabore étroitement avec l'entreprise qui lui fournit la matière première. Les systèmes de découpe restent toujours impressionnants. Nous emmenons nos élèves 1 à 2 fois par an dans la carrière pour qu'ils puissent se familiariser avec le procédé d'extraction et aussi d'en comprendre le mécanisme. C'est important de connaître quelles sont les proportions, quelle est la taille, quelle est la quantité nécessaire à la réalisation d'un tel projet. Aujourd'hui, la pierre de Brač est toujours aussi recherchée, que ce soit pour la sculpture, la restauration de bâtiments historiques ou la création de projets architecturaux. Avec Primosten, nous entrons en Dalmatie du Nord. Ce qui n'était autrefois qu'un îlot à proximité de la côte est à présent relié au continent par un terre-plein artificiel. Ce village de pêcheurs touristiques avoisine la presqu'île de Raduca, recouverte d'une grande pinède. La région de Primosten, et plus particulièrement la zone côtière de Bukavac, est le berceau du Babic, un cépage endémique de la côte. Léo Grassin a repris les vignes de son père. Il en perpétue le savoir-faire. Nous sommes sur le plus grand vignoble de Primosten. La principale caractéristique de ce vignoble vient de la création de murs à partir de pierres prélevées sur le terrain, formant ainsi ces petites parcelles. La sécheresse, la pierre et le vent forgent le caractère de ce vin. La taille d'équilibrage est très importante dans ce type de vignoble, si on veut avoir une chance que quelques grappes se développent avec de beaux raisins. Ici, les vins sont concentrés, puissants, avec un arôme de mûr, résultat d'un climat sec et de températures parfois très élevées. En septembre, tout le monde est sur le qui-vive, prêt à vendanger, avec un œil rivé sur le ciel. Un orage pourrait détruire le fruit de longs mois de travail.
Chaque petite parcelle entourée de pierres contient entre 5 et 8 pieds de vigne au profil tortueux, signe que la plante a puisé profondément pour trouver de quoi se nourrir. Chaque grappe est ramassée à la main, puis traitée avec égard pour être rapidement transportée au chai. En raison de son faible rendement, le babique est manipulé avec précaution sous l'œil attentif de Léo. Après avoir été triées puis stockées dans une première cuve, les grappes sont pressées à la main par petites quantités. On goûte le vin qui est en fermentation. Bon, là, il va falloir attendre encore un peu. Demain, il va faire sec. On va encore le laisser macérer. Léo possède un autre nectar recherché qu'il obtient à partir de grappes plus mûres et un peu sèches, mais gorgées de sucre. Il va les fouler au pied pour en extraire ce qui donnera un vin liquoreux, appelé Prosec. Cette spécialité dalmate d'une grande complexité de fabrication vieillira en fût de chêne à côté du babique pendant quelques années. Quelques kilomètres plus au nord, à proximité de la rivière Karka, la ville de Šibenik possède un quartier médiéval magnifique. Contrairement aux autres villes de la Dalmatie, elle n'a pas été fondée par les Grecs ou les Romains, mais par le roi croate Kresimir IV au XIe siècle. Attaquée par les Ottomans à plusieurs reprises, la ville a ensuite été occupée par les Vénitiens et les Autrichiens. Sans oublier la reconquête éprouvante de 1995 pour l'enlever des mains de l'armée fédérale yougoslave. Dans le centre, un dédale d'escaliers et de ruelles débouche sur l'un des chefs-d'œuvre de la côte dalmate, la cathédrale Saint-Jacques. Elle a été construite par deux architectes et sculpteurs audacieux, le croate Juraj Dalmatinac et l'italien Nicola Firentinac. Entièrement bâtie avec des pierres de l'île de Brač et des environs, il s'agirait de la plus grande église du monde dépourvue de support en bois ou en briques. Sa forme est également unique en cela que le plan intérieur épouse exactement la structure extérieure. Tous ces éléments ont conduit l'UNESCO à l'inscrire à son patrimoine mondial. La forteresse Saint-Nicolas est située sur l'îlot de Ljuljevac, à l'entrée du canal de Šibenik. Elle a été érigée au XVIe siècle par la République de Venise pour protéger la ville des attaques turques. Le bâtiment, construit en briques et en pierre, possède une forme triangulaire très originale. Armée de 32 canons, la forteresse a été suffisamment dissuasive pour ne jamais être mise à l'épreuve. Elle est considérée comme l'une des plus belles fortifications de la Renaissance en Europe. La Croatie compte de nombreux parcs nationaux, et celui de Krka est sans doute l'un des plus majestueux. Il s'étend sur 109 km² autour de la rivière. Sa biodiversité est particulièrement riche, avec plus de 800 espèces de plantes et d'animaux, dont beaucoup d'oiseaux, de poissons et de tortues. Katia en connaît chaque recoin. La rivière Krka forme 7 chutes magnifiques. Ce sont toutes des barrières de tuf. Le tuf grandit d'1 à 2 mm par an, ce qui fait qu'une barrière telle que Skravinski Buk a bien mis des milliers d'années à se former. Ces cascades comptent parmi les plus belles d'Europe. La Croatie a été une pionnière dans l'utilisation de l'eau pour produire de l'énergie. Dans les années 1890, la première centrale hydroélectrique a été construite près des cascades
pour générer de l'énergie à partir de la puissance de l'eau. L'hydrocentrale hydroélectrique sur la rivière Turka est la première hydrocentrale à courant alternatif qui a illuminé une ville dans le monde. C'était la ville de Šibenik. Déjà par le passé, de nombreux moulins à eau avaient été installés pour moudre du grain ou pour d'autres activités industrielles. Aujourd'hui, le parc souhaite les préserver, tout comme l'héritage culturel lié à l'histoire de ces lieux. Oui, les broderies que vous pouvez voir dans le parc national de la Krka représentent la région de Šibenik et de Knin, et c'est le patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé en héritage et qu'on essaye de sauvegarder pour les futures générations. Nous poursuivons notre route dans la Dalmatie du Nord en faisant escale sur l'île de Murter. Elle fait partie, avec quelques 150 autres îles, îlots et rochers, de l'archipel des Kornati. Sur Murter, la petite ville de Bettina est connue pour ses chantiers navals traditionnels, dont le premier remonte à 1848. Le site est connu pour sa construction de bateaux en bois, les gageta, utilisant des techniques et des outils traditionnels transmis de génération en génération. Ces bateaux sont reconnus pour leur qualité et leur résistance. Le port est un véritable musée à ciel ouvert. Il rassemble les différents types de bateaux en bois que l'on considère comme faisant partie de l'héritage national croate. Dès les beaux jours, les passionnés prennent la mer avec ces vieux gréements pour des promenades en famille, voire même lors de régates amicales. Tous les moyens sont bons pour valoriser ce patrimoine dalmatien et le faire perdurer. La ville voisine de Murter est le point de départ vers les îles Kornati. L'archipel s'étend de Zadar à Šibenik et couvre une superficie d'environ 320 km². Il est 5 heures du matin en ce mois d'avril, quand Boris et sa femme prennent la mer en direction de l'archipel. Ils ont chargé à bord de leur embarcation les essaims d'abeilles pour effectuer une transhumance de ruches durant 3 mois. Boris est l'un des derniers apiculteurs à pratiquer ce voyage en bateau vers les îles Kornati. Il est aussi propriétaire de quelques parcelles de terre de l'archipel, réparties entre les différentes familles de Murter il y a des décennies de cela. Une fois le bateau arrimé, il ne faut pas perdre de temps. Les abeilles vont devenir nerveuses. Avec l'aide de leurs voisins Jonas et Anna, ils vont débuter l'installation de leurs protégés qui seront prêtes à butiner dès les premiers rayons du soleil. Comme chaque année à la même époque, Boris a été très attentif à la météo. Il a aussi guetté la floraison de la sauge, signal de départ pour ses abeilles. C'est à cette période que les fleurs de sauge envahissent les sols arides des îles Kornati. Leur nectar est irrésistible pour les abeilles et garantit un miel d'exception. On a préparé les ruches pour récolter du miel de sauge. On verra bien ce que ça donne. On ne peut pas savoir à l'avance. Boris ne peut qu'espérer que la météo sera en sa faveur durant cette courte période. Pour se développer, la fleur de sauge a besoin d'un peu d'eau et de beaucoup de chaleur.
L'archipel des îles Kornati représente un magnifique réservoir de biodiversité. Un parc national le protège depuis 1980. Il préserve aussi bien ses terres immergées que ses fonds marins. Si certaines îles se visitent, d'autres sont complètement interdites au public. Cet écrin naturel de toute beauté est soumis à des règles précises auxquelles les pêcheurs n'échappent pas. La plongée individuelle en bouteille est elle aussi surveillée et encadrée par les clubs et les agences de voyage. Nous sommes fin juin. 3 mois après avoir posé ses ruches, il est temps pour Boris de récupérer les hausses qui contiennent sa récolte de miel de sauge. Aidé par Jonas, il faut faire vite avant que la chaleur ne gêne les opérations. Il s'agit de s'emparer du miel contenu dans les cadres sans laisser s'échapper les abeilles de la partie basse de la ruche. Chaque hausse peut peser une bonne dizaine de kilos. L'opération demande une attention particulière pour ne pas perdre de miel tout en prenant soin des abeilles. Les bras vigoureux de Jonas sont les bienvenus pour aider Boris dans cette manœuvre. Les hausses et le miel sont prêts pour prendre le chemin du retour. Les ruches, quant à elles, vont encore rester un moment sur l'île. Oui, j'aide Boris depuis 6 ans. Boris est mon professeur. C'est un passionné qui connaît beaucoup de choses. Il est temps de reprendre la mer. Les abeilles attirées par le miel commencent à envahir l'embarcation. Boris reviendra dans les prochaines semaines chercher ses protégés pour les installer sur de nouveaux territoires. Boris a installé sa miellerie au fond de son jardin à Murter. Avec l'aide de sa femme et de sa voisine Anna, ils vont extraire le miel des cadres. Boris a la volonté de nous transmettre son savoir-faire, tout ce qui touche à cette tradition. Sans lui, tout aurait déjà disparu. Après avoir grossièrement débarrassé le miel du cadre, Boris va le placer dans une centrifugeuse qui permet de séparer le nectar de la cire d'opercule. Il est très important que les anciens fassent vivre cette tradition, qu'ils la transmettent aux jeunes. Les îles Kornati sont au milieu de la mer. Ainsi, nous travaillons loin de la pollution. Cela permet d'obtenir un miel très pur. Là où les abeilles butinent, il n'y a que de la sauge. Ce miel n'est pas mélangé avec celui d'autres plantes, car il n'y a qu'une seule espèce de fleur sur l'île. Nous rejoignons à présent Zadar, au nord de la Dalmatie. C'est l'une des cités les plus anciennes du pays, puisque l'on estime que les tribus illyriennes s'installèrent ici dès le IXe siècle avant Jésus-Christ.
Malgré les cicatrices du passé, Zadar jouit d'un patrimoine architectural exceptionnel. Détruite à 70% par les bombardements entre 1943 et 1944, elle a perdu la plupart de ses bâtiments austro-hongrois du XIXe siècle. Mais par miracle, les édifices les plus anciens ont survécu. Cité dynamique sur le plan artistique, toutes les époques qui ont marqué la ville se mêlent avec une certaine harmonie le long de ses rues piétonnes. Cette curieuse église circulaire de style byzantin doit son nom, Saint-Donat, à l'évêque qui la fit construire au début du IXe siècle. C'est l'un des rares édifices datant des débuts du royaume de Croatie, ayant survécu aux invasions mongoles du XIIIe siècle. La vieille ville alterne ainsi les vestiges romains et les merveilles baroques, ce qui la rend particulièrement attrayante. Zadar multiplie les initiatives culturelles. L'orgue marin est devenu un lieu incontournable. Ce système de tuyaux installé dans des marches en pierre émet des soupirs au gré des appels d'air créés par le ressac. Avant de partir vers la capitale, Zagreb, nous allons profiter de l'une de ces dernières îles du littoral, Pag, reconnaissable à ses paysages lunaires. Pag est sans doute l'une des îles les plus originales des côtes croates. Ces roches karstiques forment un paysage austère et nu, balayé par un vent dominant, la bora, qui assèche les sols. Pourtant, l'île se distingue aussi par sa diversité. Ses productions de vin et de fromage perdurent depuis des siècles. Les brebis de race Paskaovka fournissent un lait particulier qui permet de fabriquer le paski sir, une spécialité de l'île de Pag. À Novalja, la famille Vidas produit du fromage depuis 1887, bien avant que ce dernier devienne le seul du pays à obtenir le label européen OPG. Krunoslav, sa femme et son fils Tomislav perpétuent ce savoir-faire dans leur fromagerie en respectant la méthode traditionnelle. Nous travaillons de manière traditionnelle, sans additifs, avec du lait non pasteurisé, et je pense que nos clients sont satisfaits de la qualité de nos fromages. Avec le petit lait, on obtient également un fromage frais proche de la ricotta italienne, le scuta, particulièrement apprécié pour l'accompagnement de la polenta ou des pâtes faites maison. Il n'y a plus vraiment de secret dans la fabrication, mais vous savez, chaque famille a sa petite astuce. À mon avis, pour nous, c'est le fait que nos moutons vivent en plein air. Ils sont dehors 365 jours par an. Nos moutons broutent sur des parcelles où, chaque jour, l'herbe est différente. Et c'est aussi une conséquence du vent qui souffle en permanence et qui recouvre l'herbe de sels minéraux. Le fromage de Pag est fabriqué de fin décembre à juin, avant la naissance des agneaux. La production est naturellement limitée en raison du faible nombre de brebis, ce qui en fait un produit rare et recherché. Zagreb, la capitale croate, compte 800 000 habitants. Elle est constituée de deux parties, la vieille ville dite haute et la partie basse plus moderne qui s'étend vers la plaine. Connue pour ses sources d'eau minérale naturelle utilisées à des fins thérapeutiques et médicinales depuis l'époque romaine,
la cité regorge de fontaines. Au cœur de la zone piétonne, la statue du général Jelačić rend hommage à un important homme d'État et militaire croate du XIXe siècle, également connu pour ses recueils de poésie. À 2 pas de là, tous les matins, le marché de Dolac attire des habitués et des visiteurs. Rendez-vous incontournable des amateurs de produits frais. Le parasol rouge fait partie de l'identité visuelle de la ville. La tradition remonte aux années 1800 lorsque des vendeurs ambulants utilisaient des parasols pour protéger leurs produits des intempéries. Depuis, ils n'ont pas quitté le centre-ville. Sur la place Capitole, la cathédrale est l'un des monuments les plus emblématiques de Zagreb. Impossible de rater ces 2 flèches culminant à 108 mètres. Construite à partir du XIe siècle, elle a connu au cours de son histoire de nombreuses transformations en raison des dommages causés par des incendies et des tremblements de terre. Le bâtiment actuel a été reconstruit dans un style néo-gothique au XIXe siècle. La place Saint-Marc est le cœur de la vieille ville. Son église au toit singulier est recouverte de tuiles émaillées représentant le blason du royaume triunitaire de Croatie, Stavonie et Dalmatie, ainsi que les armoiries de Zagreb. Des voisins prestigieux se partagent la place, le siège du gouvernement et le Parlement. Un funiculaire relie depuis 1890 la ville basse et la ville haute. Au sommet, la promenade Strossmayer serpente le long des remparts sud de la ville. Elle porte le nom d'un évêque du XIXe siècle, véritable mécène de Zagreb. Le parcours verdoyant offre un panorama magnifique. Sous la ville, il existe des kilomètres de galeries construites durant la Seconde Guerre mondiale. Le tunnel Grieg, qui a récemment servi pendant la guerre de 1991 à 1995, accueille désormais des expositions culturelles. Il donne sur la rue Radiceva, un des lieux les plus animés de la capitale, avec de nombreuses terrasses et des restaurants ouverts en permanence. Ce dynamisme n'est pas étranger avec le développement ces dernières années d'un hub technologique, attirant des entreprises de pointe dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des fintech et des technologies de l'information. Cerné par 2 collines, Zagreb entretient un lien fort avec la nature environnante. L'aménagement urbain a ainsi privilégié les espaces verts, à l'image de l'ensemble formé par les parcs et bâtiments officiels du fer à cheval, œuvre de l'architecte Milan Lenucci. De style néo-baroque, avec une façade ornée de sculptures et de colonnes, l'imposant Théâtre national a ouvert ses portes en 1895. Le bâtiment accueille aussi bien des spectacles théâtraux que de l'opéra ou des ballets. Il a été inauguré par l'empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph Ier. C'est l'un des monuments emblématiques de la ville et une référence culturelle importante. Il est l'œuvre des grands architectes viennois Ferdinand Fellner et Hermann Elmer. À proximité du nord de la capitale, dans les montagnes, se trouve le village de Marija Bistrica, un lieu spirituel important. Dédié à la Vierge Marie, le sanctuaire attire des milliers de pèlerins chaque année. Cette retraite est perçue par les fidèles comme un lieu de guérison spirituelle et physique. Le sanctuaire comprend une église, un couvent de sœurs carmélites et plusieurs chapelles. Le village est également connu pour son artisanat traditionnel, en particulier pour la production de jouets en bois, de bougies et de pain d'épices colorés en forme de cœur que l'on appelle licitar. Cela fait des années que dans ma famille, nous produisons des cœurs licitar. C'est une tradition importante ici à Marija Bistrica. Cela fait plus de 100 ans qu'ils sont fabriqués en Croatie. Cette tradition très ancienne consiste à offrir des cœurs à nos proches comme preuve d'amour et de respect. But ultime du pèlerinage,
l'église de Marija abrite une statue de Vierge noire tenant l'enfant Jésus dans ses bras. De nombreux miracles ont été attribués à cette sculpture du XVIe siècle, taillée dans du bois de tilleul noir. Loin de l'image de carte postale de ces îles enchanteresses, la Croatie se révèle tout au long du chemin, multiple et fascinante.